Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à cette session. Je vais effectivement vous présenter la prise en charge de l'hémorragie sous-arachnoïdienne anévrismale. J'ai limité mon topo à ce sujet. C'est un sujet pour lequel je n'ai pas de conflit d'intérêt. En introduction, l'hémorragie sous-arachnoïdienne anévrismale, ça représente 5% de l'ensemble des accidents vasculaires cérébraux. C'est la troisième cause. Dans le monde, on estime que ça représente environ 500 000 patients par an qui vont présenter une hémorragie sous-arachnoïdienne anévrismale. Et c'est une importante cause de morbimortalité, puisque 25% des patients décèdent avant leur arrivée à l'hôpital. 13% des patients vont décéder au cours de leur séjour à l'hôpital. Et parmi les patients qui vont survivre, il y en a 50% qui vont garder des séquelles importantes. Et contrairement aux autres AVC, ça touche une population plutôt jeune, 60 ans, en tout cas active, et donc c'est un enjeu majeur de santé publique. Le pronostic de l'hémorragie méningée, il est à la fois immédiat sur la gravité du premier saignement et de l'éventualité d'un ressaignement avant la sécurisation de l'anévrisme. Le pronostic, il est lié aussi à la période précoce. Dans les 72 premières heures, et nous on a toute notre place en termes d'intervention à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la période d'agression cérébrale aiguë ou Early Brain Injury. Et enfin, il y a une partie importante du pronostic aussi, avec un continuum entre cette première partie précoce et cette deuxième partie qui est l'ischémie cérébrale retardée. Qui a longtemps été synonyme plus ou moins de vasospasme, mais on verra que c'est un peu au-delà quand même du vasospasme. Et bien sûr, le pronostic, il est lié aussi aux complications extracérébrales, notamment cardiovasculaires, de l'hémorragie méningée. Donc pour la partie immédiate, bien sûr, le pronostic du patient il dépend de la gravité du premier saignement. Et comme vous le savez, on a des critères à la fois cliniques et radiologiques pour estimer la gravité de l'hémorragie méningée. La gravité clinique, elle est jugée sur cette échelle de la WFNS, qui est graduée de 1 à 5, où le patient grade 1, c'est le patient qui est Glasgow 15 sans déficit. Et ensuite, on a une dichotomie Glasgow 13-14 avec ou sans déficit. Et ensuite, le grade 4, c'est Glasgow 7 à 12. Et le grade 5, c'est Glasgow 3 à 6. On a de la même façon un score radiologique de la gravité. Et là, c'est assez simple. C'est plus il y a de sang et plus c'est grave. Et donc là, c'est l'échelle modifiée de Fischer, ici, graduée de 1 à 4, où on a ici en grade 1 un peu de sang de faible densité et pas d'hémorragie intraventriculaire. Et puis ensuite, on a la même chose avec une hémorragie intraventriculaire. Le grade 3 de Fischer modifié, c'est du sang épais sans hémorragie intraventriculaire et avec, en grade 4, une hémorragie très dense avec une inondation ventriculaire. Bien sûr, ce qu'on va demander à l'imagerie aussi, c'est de rechercher des complications précoces, notamment l'hydrocéphalie, comme on peut le voir sur ce scanner, ou l'hématome, dans le cadre d'une hémorragie méningée, qui va rajouter de la complexité. On va en discuter notamment sur la prise en charge. Et bien sûr, ce qu'on va demander à l'imagerie, cette fois-ci injectée, c'est de localiser l'anévrisme et éventuellement de voir quel type d'anévrisme c'est, parce que là aussi, ça va avoir des répercussions sur le traitement endovasculaire de l'anévrisme. Donc ce qu'on va viser, la gravité du premier saignement, on n'y peut pas grand-chose, mais ce qu'on va vouloir éviter, c'est un ressaignement. Le ressaignement, c'est variable dans les séries, mais c'est globalement une incidence entre 8 et 23%. Les facteurs de risque, c'est un haut grade clinique, d'où l'intérêt de ce score de graduation clinique. L'hypertension artérielle, et notamment le pic d'hypertension artérielle, le fait d'avoir une hémorragie intracérébrale ou intraventriculaire associée, et des anévrismes de grande taille ont plus vocation à ressaigner. Alors pour prévenir les complications hémorragiques, il y a une molécule qui a été très testée ces dernières années et il n'y avait pas de raison qu'elle ne soit pas testée dans l'hémorragie méningée, c'est l'acide tranexamique. Donc ça a été publié dans Lancet en 2021, c'est l'essai ultra randomisé contrôlé, 24 centres aux Pays-Bas, à peu près 1000 patients avec une hémorragie méningée. Dès la confirmation de l'hémorragie méningée au scanner, ils étaient randomisés pour recevoir soit des soins standards, soit des soins standards plus de l'acide tranexamique. L'acide tranexamique aux posologies crash 2, 1 gramme sur 10 minutes, puis 1 gramme en 8 heures. La durée de l'acide tranexamique, de son administration, c'était pendant maximum 24 heures. Il faut toujours voir dans quel
conditions ont été réalisées les études pour savoir si c'est applicable partout de la même façon. Ça a été réalisé avec une médiane de temps entre la randomisation et le traitement de l'anévrisme de 14 heures. Donc c'est assez rapide. Et donc peut-être que ce traitement, parce que les critères de jugement principaux et secondaires, c'est NS, ça fait rien, l'acide tranexamique, dans cette indication-là. Et dans ce contexte-là, n'a pas amélioré le devenir neurologique des patients et n'a pas diminué, n'a pas été associé ou n'a pas diminué le taux de ressaignement avant le traitement de l'anévrisme. Et donc dans les recommandations, il y a des recommandations qui ont été publiées il y a quelques semaines sur la prise en charge de l'hémorragie méningée. En 2023, il n'y a pas d'intérêt à donner de l'acide tranexamique à la phase aiguë de l'hémorragie méningée pour notamment prévenir le risque de ressaignement. Aurore a parlé de la gestion de la pression artérielle et de l'hémostase. Bien sûr que ça va avoir aussi son importance dans le cadre de l'hémorragie méningée. Alors les recommandations sont très évasives. Alors on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire que quand le patient est sous anticoagulant, il faut réverser les anticoagulants. Ça, on n'avait pas forcément besoin des recommandations pour nous le dire, mais enfin, et les données qui l'appuient ne sont pas particulièrement nombreuses, mais enfin, ça va de soi de réverser les anticoagulants. Pour la gestion de la pression artérielle, on a des recommandations qui nous disent d'éviter les hypotensions sévères pour le risque d'hypoperfusion cérébrale et d'éviter le risque d'hypertension artérielle. Et ces recommandations, elles sont allées un peu en arrière par rapport à avant, parce que la précédente mouture, qui datait de 2012, donnait un cut-off, enfin un seuil, mais qui était basé sur rien. Et là, les données de la littérature ne permettent pas de recommander un seuil de pression artérielle optimal chez les patients avec une hémorragie méningée en attendant le traitement endovasculaire ou neurochirurgical de cet anévrisme. Globalement, on sait qu'au-dessus de 160, il y a un risque un peu plus important de saignement, de ressaignement. Mais lorsqu'on fait une hypotension trop importante à notre patient, on a un risque aussi d'ischémie. En pratique, là où on va être vigilant, c'est par exemple avant d'induire une anesthésie générale pour le traitement de l'anévrisme, on va peut-être particulièrement être vigilant à ne pas avoir de pic hypertensif. Et c'est très débattu les morphiniques dans l'induction séquence rapide, mais dans cette circonstance-là, surtout s'il y a des facteurs de risque de ressaignement tels que je vous l'ai défini, c'est important d'essayer d'éviter le pic hypertensif, notamment au moment de la laryngoscopie. Donc Aurore a parlé de l'intérêt du Doppler transcrânien, et ça c'est tout l'intérêt d'individualiser. On comprend bien que dans les recommandations, on ne puisse pas avoir un chiffre magique qui s'applique à tous les patients et toutes les patientes ayant une hémorragie méningée, et quel que soit le moment de la prise en charge. Donc le mieux, c'est d'essayer d'individualiser effectivement notre prise en charge, parce que ce qu'on craint, on ne veut pas de ressaignement, on ne veut pas d'ischémie cérébrale. Et donc il faut essayer de se trouver au milieu de ces deux risques, et donc le Doppler transcrânien, en mesurant l'index de pulsatilité qui est indépendant de l'angle d'insonation, si on a un IP élevé, on sait qu'on a un débit sanguin cérébral qui est bas, et là on a trois armes sur lesquelles jouer: la PAM qui serait insuffisante, la PIC qui serait élevée, et les rayons des vaisseaux qui seraient augmentés. C'est essentiellement la capnie qu'il faut regarder et qu'il faut gérer à ce moment-là. Pour le traitement de l'anévrisme, donc bien sûr, un anévrisme qui a saigné une fois, s'il n'est pas traité, il risque de ressaigner. C'est un axe important, bien sûr, pour prévenir le risque de ressaignement. Ce qui est recommandé, c'est de le faire dans les 24 heures qui suivent la survenue du saignement. Plus on le fait tôt, et moins on a de risque de ressaignement. Et le but, bien sûr, c'est d'essayer de fermer complètement l'anévrisme, de le sécuriser complètement, ou en tout cas de le traiter complètement. Pour les anévrismes de la circulation postérieure, on préfère réaliser un coiling sur des études un petit peu anciennes. Lorsqu'on a il y a un cas particulier qui est lorsqu'on a une hémorragie méningée associée à un hématome intraparenchymateux. Là, ce sont des études encore plus anciennes, mais qui donnent des recommandations de haut grade. Alors, c'était avant l'ère du coiling et c'était chirurgie urgente versus traitement conservateur. Donc, c'est sûr que quand on n'opère pas un patient qui a une hémorragie méningée, qu'on n'évacue pas son hématome et qu'on ne fait pas le traitement de son anévrisme, c'est sûr que la mortalité est beaucoup plus importante, c'est sûr que l'indépendance fonctionnelle est beaucoup moins fréquente dans ces cas-là. Donc c'est toujours important d'essayer de savoir sur quoi des recommandations de 2023 sont basées. C'est essentiellement basé sur ces études-là, avant l'ère du coiling, et maintenant on a même des techniques un peu plus modernes dont je vais vous parler.
Néanmoins, donc le fait que la chirurgie, notamment pour un hématome, soit de moins en moins réalisée, ça peut poser un problème parce qu'il y a des patients qui ont vraiment besoin d'un accès neurochirurgical, à la fois pour traiter l'anévrisme et évacuer l'hématome. Lorsqu'on a le choix, lorsque l'anévrisme n'est pas à collet large, il n'a pas une anatomie particulière, lorsqu'on a le choix entre clipper l'anévrisme et coiler, il est recommandé plutôt, et ça il y a des méta-analyses de 4 essais randomisés contrôlés, plutôt de faire un traitement endovasculaire. Donc le traitement endovasculaire s'est largement répandu, a recruté la plupart du traitement des anévrismes, ce qui à la fois peut être une bonne chose parce qu'il y a un devenir des malades qui a l'air d'être intéressant, notamment sur cette étude principale qui est parue dans le Lancet en 2002, qui est un petit peu en scène sur 2000 patients. Mais ça veut dire qu'il y a une expertise neurochirurgicale qui se perd. Et pour les quelques patients qui ont besoin d'une neurochirurgie urgente de clippage, là, on se retrouve un petit peu limité. Parce que nos collègues neurochirurgiens n'ont pas d'entraînement, entre guillemets, avec des anévrismes qui seraient un peu plus simples, en contexte moins hémorragique que ça. Il y a des nouveaux traitements, notamment le traitement endovasculaire par les neuroradiologues interventionnels s'attaque à des anévrismes qui auparavant étaient réservés à la chirurgie, notamment les anévrismes à collet large, les anévrismes disséquants, et ça peut poser un souci, notamment parce qu'à ce moment-là, ça ne va pas être du coiling qui va être réalisé, mais ça va être plutôt la mise en place d'un stent. Et là, quand on est en neuroradiologie interventionnelle et qu'on entend de préparer un stent, ce n'est pas la même chose. Déjà en neuroradiologie programmée, mais en contexte urgence, c'est encore moins la même chose. Donc là, il faut être très vigilant parce que bien sûr, ça va avoir des conséquences. Le stenting, un stent, ça peut se boucher. Donc si en programmé, les indications du stenting, elles sont communes, c'est le coiling lorsque le coiling simple n'est pas réalisable ou quand on a une complication de la procédure, quand on a un thrombus, le neuroradiologue interventionnel peut être amené à mettre en place un stent. Et dans ce cas-là, déjà en programmé, ça peut être un petit peu challengeant, mais on a moyen de préparer le risque thrombotique de stent en donnant une bi-anti-agrégation plaquettaire aux patients. Là, on est dans le contexte urgent, donc on a autant de risques de thrombose de stent, sauf que là, on est bien évidemment en contexte de situation hémorragique, sans avoir pu préparer le patient. Donc vraiment, l'anévrisme rompu, en traitement endovasculaire, il faut tout faire pour privilégier le coiling simple. S'il persiste, le collègue de neuroradiologie, dans l'indication à un stent, il faut vraiment essayer de discuter, de faire un coiling d'abord, même si ce n'est pas complet comme exclusion, puis un stenting dans un deuxième temps. Voilà, parce qu'après, on risque d'être embêté, de devoir mettre en place des anti-agrégants plaquettaires à un patient qui peut avoir besoin d'une DVE, un patient qui peut avoir besoin d'une chirurgie et un patient qui a présenté une hémorragie sous-arachnoïdienne. Pour ça, alors, le point positif de ça, c'est que ça a permis de développer l'utilisation d'anti-agrégants plaquettaires un peu de nouvelle génération. Aurore vous a déjà présenté les anti-agrégants plaquettaires, disons, classiques. Là, on peut être amené, dans ce type de procédure, à utiliser des anti-agrégants plaquettaires de type Cangrelor et anti-GP2B3A, dont la caractéristique, qui sont administrés en IV, qu'ils ont un délai d'action qui est court, contrairement aux autres traitements, aspirine, Plavix, Brilique, qui nécessitent plusieurs jours d'imprégnation avant d'être efficaces, et surtout qui ont une durée de vie qui est une demi-vie qui est limitée, et qui fait que, par exemple pour le Cangrelor, son surnom c'est souvent la noradrénaline de la plaquette, souvent quand on l'arrête, au bout d'une heure, il n'y a plus d'effet anti-agrégant plaquettaire, et donc on retrouve une fonction plaquettaire normale. Donc ça, c'est le côté positif, c'est que ça nous a permis de développer un peu ces anti-agrégants plaquettaires, mais on est quand même dans des situations qui sont compliquées. Et donc effectivement, lorsqu'on a un anévrisme rompu, on avait fait cette étude, un sondage auprès de tous les centres de neuroradiologie interventionnelle. Et effectivement, dans ce contexte-là, c'est plutôt le tirofiban qui est utilisé et un peu plus rarement le Cangrelor étant beaucoup plus cher. Une fois qu'on a prévenu le risque de ressaignement et qu'on a traité l'anévrisme, et des fois de manière parallèle, on va avoir à gérer l'HTIC. La principale cause dans l'hémorragie méningée de l'HTIC, c'est bien sûr l'hydrocéphalie, ça touche 12 à 30% des patients. Et le traitement, bien sûr, ça va être la DVE. Quelques particularités, c'est-à-dire que
les indications, c'est lorsqu'on a un grade supérieur ou égal à 3, donc un patient qui a un déficit neurologique, lorsqu'on a bien sûr une hydrocéphalie au scanner. Et donc, ce qui est important, c'est qu'en l'absence, tant que l'anévrisme n'est pas traité, il est important de laisser la DVE à un niveau élevé pour éviter le risque de ressaignement en attendant que l'anévrisme soit traité. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas se mettre à drainer beaucoup, parce que sinon, on risque de lever la contre-pression et d'aggraver et de se retrouver avec un ressaignement. Et l'autre chose, c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'anticiper les modalités de traitement de l'anévrisme, parce que peut-être que le patient n'a pas forcément d'indication à une DVE où il est un petit peu limite, mais si on sait que derrière, on va avoir un traitement de l'anévrisme qui va nécessiter une antiagrégation plaquettaire, on préférera mettre en place la DVE avant qu'il y ait ces antiagrégants plaquettaires plutôt que de le faire après. Ce n'est pas la seule cause, l'hydrocéphalie, de l'hypertension intracrânienne chez nos patients avec une hémorragie méningée. Il y a l'hématome intracrânien dont je vous ai déjà parlé. Et ça nous pose souci parce qu'effectivement, lorsque l'hématome intracrânien est responsable de l'HTIC, mettre en place une DVE, ça va être un traitement symptomatique qui peut nous permettre de passer le cap, mais qui n'est pas le traitement étiologique de l'HTIC. Un hématome intracrânien, ça s'évacue, sauf qu'un neurochirurgien qui va aller évacuer un hématome sans avoir sécurisé l'anévrisme avant, généralement, il nous dit non, il ne va pas le faire. Il ne le fait plus, ça. Et donc ça pose problème parce qu'on a régulièrement, c'est quelques patients, 3-4 patients par an, chez qui on a mis une DVE et en fait on ne s'en sort pas sur l'HTIC. Parce que la cause de l'HTIC c'est l'hématome et qu'on a du mal avec la DVE, avec le traitement endovasculaire. Voilà, le chirurgien ne touchera l'hématome qu'une fois que l'anévrisme sera sécurisée. Mais pour ça, il faut aller 2 ou 3 heures en neuroradiologie interventionnelle pour que l'anévrisme soit sécurisée. Les autres causes d'HTIC, l'œdème cérébral, notamment si le patient a fait un arrêt circulatoire en préhospitalier, moins souvent c'est lié à un hématome sous-dural, un AVC ischémique ou à une cause extracrânienne. Alors, il y a des recommandations pour gérer l'hypertension intracrânienne. Je vais aller assez rapidement. Il y a plusieurs étapes de gestion de l'hypertension intracrânienne. Bien sûr, il faut s'assurer que la pression de perfusion cérébrale soit correcte, s'assurer de la normothermie, s'assurer que la capnie, la sédation et l'analgésie sont correctes. Et ce qu'il faut faire avant de passer à l'étape d'après, et éventuellement de l'osmothérapie en bolus, mais l'osmothérapie, elle est là pour gagner du temps, pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour avoir le temps d'aller au scanner, etc. Ce n'est pas une thérapie de long cours, c'est en attendant. Et donc, lorsqu'on a avant de passer à l'étape d'après, il est toujours important de réévaluer, de refaire une imagerie cérébrale pour essayer de comprendre à quoi est liée cette hypertension intracrânienne. Ça, c'est une diapositive d'Aurore. Merci Aurore. Et donc, notamment de gérer et de chercher des causes extracérébrales, des causes systémiques à l'hypertension intracrânienne. Et des fois, c'est bonne pioche. Lorsque c'est lié, lorsque l'hypertension intracrânienne n'est pas liée à un œdème cérébral contre lequel on sera limité, on peut avoir une cause qui est facilement réversible. Ça ne marche pas à tous les coups et dans ce cas-là, on est obligé d'implémenter, d'augmenter son traitement de l'HTIC et ça peut être en testant l'autorégulation, en faisant des essais de montée de pression artérielle moyenne. Ça, bien sûr, lorsque l'anévrisme est sécurisé, lorsque l'anévrisme est traité. Et là, on va pouvoir essayer d'adapter sa pression de perfusion cérébrale pour avoir un débit sanguin cérébral correct. Donc nous, on va beaucoup s'aider, comme vous l'a dit Aurore, du Doppler transcrânien. Attention à l'hypocapnie parce que ça entraîne de l'ischémie cérébrale. Et dans ce cas-là, avant de passer à la troisième étape, qui dans les recommandations européennes sont plutôt celles-là, nous, on rajoute volontiers ici quelque chose au barbiturique et à la craniectomie décompressive parce que ça, c'est pas évident. Il y a des fois où c'est pas du tout indiqué, sauf encore une fois lorsqu'il y a un hématome. Mais l'hypothermie thérapeutique peut être un moyen de gérer l'hypertension intracrânienne. Bien sûr, à partir de ce moment-là, et si on commence à jouer entre guillemets avec la capnie et si on commence à mettre le patient en hypothermie, il faut renforcer son monitorage. Effectivement, avec un monitorage de l'oxygénation cérébrale, soit la pression tissulaire en oxygène qui dépend du débit sanguin cérébral, du contenu artériel en oxygène et de la consommation en oxygène. Et on va avoir comme cible une PTiO2 supérieure à 20 mm de mercure ou alors une SVJO2 en mettant un cathéter ici dans la jugulaire pour essayer d'avoir une évaluation de l'équilibre entre les apports et les besoins et la consommation en oxygène du cerveau. Je vous ai parlé d'agression cérébrale aiguë, de early brain injury, et c'est effectivement quelque chose
qu'on commence à comprendre, à décrire dans la littérature, qui arrive dans les 72 premières heures, qui est une physiopathologie qui est complexe. Notamment, ça passe, et Aurore l'a dit tout à l'heure en réponse à la question, qui fait intervenir de la neuroinflammation, de la rupture de barrière hémato-encéphalique, de l'apoptose cellulaire et neuronale, des cascades oxydatives, de l'œdème cérébral et aussi, bien sûr, des anomalies des artères et notamment potentiellement de spasmes. Et il y a une espèce de continuum, alors on ne sait pas très bien le lien entre cette ischémie qui a lieu dans les 3 premiers jours et qui est vraiment une zone où on doit se battre et notamment renforcer le monitorage chez les patients les plus graves notamment. Et ça peut faire le lit de l'ischémie cérébrale retardée qui est définie comme l'apparition clinique d'un déficit neurologique focal ou global, c'est-à-dire une baisse de 2 points du score de Glasgow. Il y a une ischémie cérébrale et stricto sensu qui doit durer au moins 1 heure. Ça, ce sont les critères cliniques. Sinon, ça peut être l'apparition radiologique, mais là, c'est un peu tard, d'un infarctus ou d'une ischémie cérébrale qui survient à distance du traitement de l'anévrisme. Historiquement, c'est considéré comme une conséquence directe du vasospasme, voire même comme un petit peu synonyme, mais il y a des données qui nous font dire que ce sont 2 choses différentes. En effet, le vasospasme angiographique, ça concerne 70% des patients avec une hémorragie méningée. C'est symptomatique seulement chez 30% des patients. Il y a des molécules qui arrivent à améliorer le vasospasme angiographique sans améliorer le devenir, et il y a d'autres molécules, c'est le contraire. Elles arrivent à améliorer le devenir sans avoir d'effet sur le vasospasme angiographique. Et d'autre part, enfin, les zones infarcies liées à l'ischémie cérébrale retardée s'étendent au-delà des territoires vasospasmés. Donc il n'y a pas que le vasospasme. Et d'ailleurs, vous le voyez ici, j'ai récapitulé les différents mécanismes physiopathologiques dont beaucoup sont en lien et sont présents avec le early brain injury, notamment l'activation des voies de mort cellulaire, l'inflammation, la libération d'espèces radicalaires de l'oxygène. Il y a effectivement des spasmes, et le vasospasme, il est ici, mais vous voyez que c'est un élément parmi d'autres. Et notamment des microthromboses, rupture de la barrière hémato-encéphalique, un défaut d'autorégulation cérébrale aussi qui est impliqué là-dedans, et les vagues de dépolarisation corticale étendue qui font que les neurones se dépolarisent, ça augmente leur consommation et leur besoin en oxygène, alors que les apports ne sont pas forcément mis au niveau, et donc ça peut aggraver ou créer de l'ischémie et des infarctus cérébraux. Donc le facteur de risque le plus important pour ça, c'est le volume de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens. Et en fait, même si les 2 entités sont différentes, nous, la composante à laquelle on a le plus facilement accès, ça reste quand même le vasospasme. Donc ce n'est pas synonyme, mais au final, nous, ce qu'on va voir, et ce sur quoi on va agir, malheureusement, peut-être, c'est ça. Donc il y a des choses qui se passent en amont de la survenue du vasospasme, c'est du traitement préventif, notamment c'est l'administration de nimodipine Péros, pas IV, parce que ça donne des hypotensions, et c'est délétère, donc nimodipine Péros. Il y a des choses qui ne marchent pas, les statines, le magnésium, le fait d'augmenter de manière prophylactique l'hypertension artérielle, ça ne marche pas non plus. En revanche, bien sûr, donc on va éviter l'hypovolémie, augmenter éventuellement la clairance du sang dans les espaces sous-arachnoïdiens. Et si malgré tout l'ischémie cérébrale retardée arrive, il va y avoir du traitement curatif qui va être notamment à ce moment-là d'adapter sa pression de perfusion cérébrale à l'ischémie qui a lieu, et on va titrer, notamment en introduisant ou en augmentant la noradrénaline pour voir si le déficit neurologique régresse. Ça, c'est pour les patients qui sont surveillables cliniquement. Et sinon, on va voir si on augmente les paramètres d'oxygénation. Ça, c'est pour les patients qui sont surveillables uniquement avec le monitorage. Donc, il y a globalement 2 grands types de traitements endovasculaires pour l'ischémie cérébrale retardée. C'est soit l'administration de vasodilatateurs intra-artériels, soit l'angioplastie cérébrale. L'angioplastie cérébrale, c'est la dilatation mécanique des vaisseaux. Il y a pas mal de choses qui ont été testées comme vasodilatateurs intra-artériels, mais je vais directement à ceux qu'on utilise le plus, qui sont la milrinone, le chorotrope et la nimodipine. Attention à l'hypotension artérielle, donc ça se fait en neuroradiologie interventionnelle, et il faut être pas loin de la noradrénaline parce qu'effectivement à ce moment-là, on a des chutes de pression artérielle importantes. Ça peut être utilisé de manière plus large, les vasodilatateurs intra-artériels, alors que pour l'angioplastie, c'est plutôt sur les troncs proximaux. Ça a une bonne efficacité,
surtout angiographique. Clinique, ça ne permet pas toujours l'amélioration. Et ça pose effectivement quelques questions. L'intérêt de l'angioplastie, c'est que parfois un seul coup suffit. Alors que lorsqu'on administre des vasodilatateurs intra-artériels, souvent il faut y retourner plusieurs fois. Attention aux complications vasculaires, notamment de l'angioplastie, parce qu'il peut y avoir des ruptures, c'est 5% quand même, c'est pas anodin. Et donc c'est pour ça que autant la sédation consciente, c'est possible pour l'administration, le traitement du vasospasme par l'administration de vasodilatateurs intra-artériels, autant quand il y a l'angioplastie, il vaut mieux préférer l'AG pour pas qu'il y ait des mouvements. Mais ça, on ne sait pas toujours. Globalement, c'est quoi la place de ces traitements dans cette revue récente, il était dit que lorsqu'on a des critères pour l'ischémie cérébrale retardée, je vous l'ai dit, les critères soit cliniques, soit de monitorage, et qu'on n'a pas d'amélioration par le traitement médical. Le traitement médical, c'est quoi? C'est l'augmentation de la pression artérielle, ou alors que le patient, on ne peut pas augmenter les catécholamines, notamment parce qu'il a, par exemple, un Takotsubo. En première intention, on va faire l'administration de vasodilatateurs intra-artériels, et l'angioplastie, elle sera plutôt en seconde ligne. En tout cas, c'est comme ça que dans cette revue, c'était présenté au vu des risques. Dans les recommandations, ils disent que ce serait raisonnable de le faire, ou l'un ou l'autre, sans plus d'aide pour nous. Donc la hiérarchisation me va assez sur la revue précédente. Un autre traitement qui est le bloc du ganglion stellaire, qui a été, il y a quelques séries de cas. Le but, c'est d'inhiber, en faisant un bloc ici du ganglion cervical inférieur, le ganglion stellaire, dont les innervations sympathiques sont responsables de la vasoconstriction au niveau des artères cérébrales. Il y a quelques séries de cas. Les indications pourraient être le vasospasme réfractaire ou le traitement endovasculaire non réalisable. Faut pas oublier bien sûr les complications extracérébrales de l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Là, il y en a plein, on pourrait faire un topo entier dessus. Bien sûr, ce qu'on craint le plus, c'est le Takotsubo et les éléments cardiovasculaires. Toujours se méfier en neuroradiologie interventionnelle d'un patient qui désature alors qu'il ne posait pas de problème. En cours de procédure, on vérifie la sonde d'intubation, etc. Mais c'est pas mal de jeter un coup d'œil sur le cœur. Idéalement, avant de monter, parce que chez nous on monte en neuroradiologie interventionnelle, mais avant d'aller en neuroradiologie interventionnelle, jeter un petit coup d'œil sur le cœur, parce que des fois on a des surprises et on s'en rend compte un peu tard. Les désordres du sodium peuvent nous occuper longtemps, mais globalement, on va être méfiant sur l'hyponatrémie, essentiellement, notamment à la phase initiale, et puis après, des complications qui sont variées. Juste avant de conclure, une étude intéressante, parce qu'elle nous challenge, nous en tout cas, dans notre pratique, qui est est-ce qu'on doit les mobiliser précocement, ces patients et ces patientes avec une hémorragie méningée? Ça, c'est l'équipe de Lariboisière qui a publié une étude. Alors, c'est rétrospectif, c'est monocentrique, 180 patients. Il y a des facteurs confondants, mesurés, non mesurés, c'est sûr. Mais ils ont fait une mobilisation hors du lit précoce. Précoce, c'est dans les 4 jours qui suivent. Donc, en plein dans la période de early brain injury et dans la période qui va commencer avec l'ischémie cérébrale retardée, versus tardive. Et ils avaient l'impression, en tout cas, que le devenir fonctionnel des patients était meilleur chez les patients qui étaient mobilisés précocement. Alors, est-ce que ceux qui étaient mobilisés précocement étaient justement les patients qui étaient les moins graves et qui donc bénéficiaient, avaient de toute façon un pronostic fonctionnel intéressant ou favorable? C'est possible. Ils ont essayé de l'ajuster avec une analyse multivariée, mais on ajuste sur ce qu'on peut. Et donc, je vais conclure. En tout cas, c'est une piste intéressante, la mobilisation, parce que nous, on se pose beaucoup de questions au moment de l'entrée dans la période de vasospasme. Donc, en conclusion, l'hémorragie sous-arachnoïdienne anévrismale, c'est toujours associé à une mortalité et une morbidité importante, avec beaucoup de séquelles. En pré-hospitalier, comment on peut faire pour essayer d'améliorer ce pronostic? C'est de la prévention, du dépistage et d'essayer de traiter à froid les patients avant la rupture. Dans la phase précoce, le early brain injury, il y a encore plein de choses à comprendre. Et dans la phase plus tardive d'ischémie cérébrale retardée, bien comprendre que ça va au-delà du vasospasme. Est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration côté thérapeutique? Il y a effectivement des pistes concernant l'augmentation de la clearance du LCR et de nettoyer le sang le plus rapidement possible, notamment en faisant par exemple de la fibrinolyse, une fois que l'anévrisme est sécurisé, de la fibrinolyse intraventriculaire. Il y a moyen de fixer l'hémoglobine avec de l'aptoglobine, ça c'est en
en recherche pour l'instant. Cibler les dépolarisations corticales étendues, qui sont des éléments qu'on connaît de mieux en mieux, mais encore pas très bien. Il y a des nouveaux dispositifs de traitement endovasculaire, comme je vous l'ai dit, et ça c'est pas mal parce que ça nous fait bosser l'anti-agrégation plaquettaire et ça nous donne des armes qu'on peut utiliser dans d'autres pathologies. Ce qui est important, je vous l'ai dit, c'est de ne pas perdre les compétences neurochirurgicales parce qu'il y a certains patients, la neuroradiologie fait 98 ou 99% des traitements, mais il y a encore quelques patients qui nécessitent la compétence de nos neurochirurgiens. Je vous remercie de votre attention.